L'ordre du jour appelle les dernières questions au gouvernement de cette législature. La parole est à monsieur Thierry Robert. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, vous le savez, le département de Mayotte souffre depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, d'une pénurie d'eau. Rendez-vous compte, mes chers collègues, à Mayotte, les habitants n'ont accès à l'eau qu'un jour sur 3. Cela s'explique par un épisode de sécheresse, mais aussi par l'absence d'un réseau d'eau sécurisé ou de stations de potabilisation. Selon des personnes en responsabilité, s'étant livrées à des indiscrétions, il serait envisagé une solution bancale au problème, à savoir le transfert de l'eau depuis la Réunion vers Mayotte afin de pallier au problème. Or, la solution doit être durable et pérenne pour les Mahorais. L'hypothèse du transport d'eau entre les deux îles distantes de 1400 km ne peut pas, à ce titre, constituer une solution réelle. Aujourd'hui, des enfants sont malades à Mayotte à cause de cette situation et de l'impossibilité pour beaucoup de familles d'avoir accès à l'eau autrement qu'en la collectant eux-mêmes dans la nature ou en la conservant dans des conditions altérant sa qualité. La dignité des Mahorais exige de repenser et sécuriser le réseau d'eau de Mayotte, mais surtout pas de faire de l'eau un produit d'importation. Par ailleurs, vous le savez, la Réunion connaît aussi des épisodes de sécheresse très régulièrement. Il serait donc totalement incongru de déshabiller Pierre pour habiller Paul. D'où ma double question, Madame la Ministre. Ces indiscrétions font-elles réellement partie des hypothèses envisagées par les pouvoirs publics? Et que prévoyez-vous pour que Mayotte et ses habitants puissent bénéficier de l'eau de qualité au robinet tous les jours, comme partout ailleurs en France? Merci. Monsieur Thierry Robert, la parole est à monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Thierry Robert, vous l'avez dit, Mayotte connaît une pénurie d'eau depuis le début de l'actuelle saison humide. L'abaissement du niveau des réserves menace fortement la disponibilité de la ressource pour la prochaine saison sèche. Le gouvernement, je veux vous l'assurer, et la ministre des Outre-mer me demande de l'excuser, elle ne peut pas être présente aujourd'hui. Le gouvernement est donc pleinement mobilisé aux côtés des collectivités qui sont concernées pour garantir à tous les Mahorais un accès à l'eau face à la pénurie actuelle. Quels sont les moyens mis à disposition? À court terme, bien entendu, des distributions immédiates de bouteilles d'eau, mais cela ne suffit pas. Des citernes installées pour assurer un accès aux ressources hydriques à tous nos concitoyens. 4 nouveaux forages vont être réalisés. Dans le cadre de la solidarité, vous avez eu raison de le noter, un tanker pourrait apporter 500 000 mètres cubes par rotation depuis La Réunion. Ce prélèvement représenterait une infime partie des réserves de l'île. À défaut, l'eau serait captée parce qu'il y a urgence sur un autre territoire. À moyen terme, et à moyen terme, c'est avant 2020, je peux vous assurer la construction d'une usine de désalinisation dans le sud, ainsi qu'une 3e retenue collinaire. Dans l'immédiat, et afin de veiller à la bonne application de chacune de ces mesures, je me rendrai à La Réunion et à Mayotte les 4 et 5 mars prochains et suivrai, au nom du gouvernement, la réponse des pouvoirs publics en la matière. Merci, monsieur Le Roux. La parole est à madame Marie-Georges Buffet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Au terme de cette législature, permettez-moi de vous interroger sur l'unité de la République. Dans trop de discours, on semble opposer une France, celle des communes, des citoyens, à une autre qui serait celle des quartiers, où les caméras ne voient que misère sociale, violence et trafic. Avec François Asensi, élu de la Seine-Saint-Denis, nous savons ce que vivent ses habitants en matière de précarité et d'insécurité. Nous partageons leur colère. Mais les citoyens et les élus de ce département ne se résignent pas. Malgré des décennies de relégation urbaine, ils se battent contre les inégalités sociales et les discriminations. Ils sont aux côtés de Théo. Ils s'opposent à la fermeture de leurs services publics.
Ils demandent plus d'éducation nationale, plus de forces de police républicaine, plus d'hôpital public, plus de culture. Ces villes populaires, leurs habitants ne se plaignent pas. Ils revendiquent d'être partie prenante de la République, de bénéficier des droits garantis par celle-ci. Ces villes sont le terroir d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs, d'entrepreneurs, d'intellectuels et d'artistes. Ce territoire a accueilli la COP 21. Il va, j'en suis sûre, accueillir les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce territoire donne à la France une jeunesse qui est l'avenir de la République par son nombre, sa diversité et surtout sa capacité à l'excellence dans les études et l'innovation. Avec un vrai respect, une vraie confiance à son égard, nous pouvons compter sur cette jeunesse en termes de développement, d'éducation ou de création culturelle. Monsieur le ministre, comment l'État prend la mesure des atouts de la Seine-Saint-Denis pour le rayonnement de notre pays et le bien-être de nos compatriotes? Comment accompagne-t-il la jeunesse de ce département avec les moyens que la République doit à tous ses enfants pour qu'ils réussissent pour la France? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Madame la députée Marie-Georges Buffet, vous m'interrogez là où on n'attend pas forcément le ministre de l'Intérieur, puisque s'agissant de la Seine-Saint-Denis, votre question n'est pas uniquement centrée autour des problèmes de sécurité que peuvent connaître un certain nombre de nos quartiers, mais des atouts qu'a ce beau département, le plus jeune de France. Et donc c'est tout volontiers que le ministre chargé en même temps de l'animation du territoire par le réseau des préfectures et donc assurant une forme d'interministérialité de nos politiques publiques répond à vos questions. Il est vrai que dans ce département qui concentre aujourd'hui encore trop de précarité, les dispositifs se mettent en œuvre, notamment avec le soutien des différentes collectivités locales pour faire en sorte de donner des perspectives à la jeunesse. Je ne veux pas me substituer à la ministre de l'Éducation nationale, mais quand je vois aujourd'hui les questions de scolarisation des moins de 3 ans, la question du contenu des rythmes scolaires et notamment dans un certain nombre de municipalités particulièrement attentives à la question de la jeunesse, la lutte contre le décrochage scolaire, l'insertion. Le président de la République était la semaine dernière à Aubervilliers sur la question de la garantie jeune pour vérifier que ce dispositif mis en œuvre à l'initiative de votre majorité permettait réellement de rentrer à nouveau dans des processus d'insertion. Je me dis que nous devons tout mettre en œuvre pour que dans ces quartiers, l'on n'ait pas simplement l'image des problèmes que veulent poser quelques-uns, mais l'image de la réussite que veulent chacun des plus jeunes dans ces quartiers comme ailleurs dans notre pays. Et d'ailleurs, ils sont fortement mobilisés autour des grands projets. Les Jeux olympiques, s'ils ont lieu en France, et nous souhaitons tous dans cette Assemblée qu'en 2024, ils aient lieu à Paris, seront pour grande partie organisés sur ce bassin de la Seine-Saint-Denis, là où est cette jeunesse aujourd'hui et là où elle est toute prête à se mobiliser pour montrer à la France son plus beau visage, le visage des quartiers qui n'a que peu à voir avec l'image que l'on en fait chaque jour. Et je vous remercie de votre question, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole est à Madame Stéphanie Pernaut-Baudon. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question mes collègues députés du département de l'Ain, Charles de la Verpillière, Xavier Breton, Michel Voisin et Damien Abad. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il est temps, en cette dernière séance de questions au gouvernement, de procéder à un bilan de votre quinquennat, notamment en matière d'emploi des jeunes. Et vous comprendrez que notre bilan ne sera pas forcément de la même teneur que le vôtre sur 2 sujets principaux. Le premier, c'est sur l'apprentissage. Depuis 2012, les chiffres de l'apprentissage ne cessent de baisser, avec un léger sursaut de moins de 1% en 2015. Et c'est une tragédie pour notre pays pour plusieurs raisons. Parce que l'apprentissage est une filière d'excellence. Et aujourd'hui, elle permet à des jeunes Françaises et des jeunes Français d'acquérir un métier, un savoir-faire au sein des entreprises et demain de devenir les entrepreneurs qui feront vivre notre pays. L'apprentissage est perdu aujourd'hui pour des choix que vous avez faits, notamment en matière économique, et pour la diversité des lois qui régissent notamment la taxe d'apprentissage à laquelle plus personne ne comprend rien et qui mettent en difficulté de centres de formation pour apprentis ou des entreprises qui ne savent plus à qui elles versent la taxe. Et des centres aujourd'hui sont en difficulté parce qu'elles ne la touchent plus, dû à la complexité administrative que vous avez mise en place.
L'autre bilan que nous trouvons absolument désastreux de votre gouvernement, c'est la formation professionnelle. Et là, vous nous avez fait quand même quelque chose d'exceptionnel, qui est le plan formation, pour lequel un matin, le président de la République, qui n'a même pas eu le courage de se présenter devant les Français pour présenter son bilan, s'est dit qu'il créerait 500 000 formations afin de permettre l'inversion de la courbe du chômage. C'est tout à fait vrai, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mesdames, messieurs, mais c'est la vérité. Et pourquoi c'est la vérité? Parce que 1,3 milliard a été pris sur la dette pour mettre en formation des jeunes et aussi des chômeurs et leur demander si à un moment donné, ils ne pourraient pas aider le président à atteindre ses objectifs. Alors ma question est simple, madame la ministre, ne me parlez pas de 2012, je n'étais pas là, vous non plus. Quel bilan pouvez-vous faire de votre politique désastreuse de la formation dans ce pays? La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Stéphanie Pernaut-Baudon, je vous remercie de votre question et je vais permettre ici d'y répondre. Il y a quelques mois, vous dénonciez dans ce même hémicycle l'absence de résultats du gouvernement en matière d'emploi. Depuis, les faits vous ont donné tort. En 2016, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué et 100 000 demandeurs d'emploi en 2016, et ceci a été principalement au bénéfice des jeunes. Notamment, en 2016, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi sans activité a reculé de près de 8,8%, 6,4% s'agissant du département de l'Ain, que vous ne voulez bien évidemment, dont vous êtes élu. Sur l'apprentissage, j'ai reconnu ici dans cet hémicycle qu'il y avait eu des erreurs au début de ce quinquennat. Qu'en est-il aujourd'hui? L'apprentissage est reparti. Dans la fonction publique, nous avions 700 apprentis, nous en avons 10 000. Et en effet, l'apprentissage n'est pas une voie pour lutter contre le chômage. L'apprentissage est une voie d'excellence. C'est une voie d'excellence et 7 jeunes sur 10 aujourd'hui trouvent un emploi. Et nous le savons bien, dans l'artisanat, ce seront les employeurs de demain. Quel est notre constat aujourd'hui? L'aide TPE jeune apprenti, vous en avez parlé? Non, ça a permis justement de relancer l'apprentissage dans les petites entreprises. C'est une vraie voie d'excellence et nous avons continué à innover en ouvrant les titres professionnels du ministère à l'apprentissage. Enfin, vous m'interrogez sur la formation. Permettez-moi de parler des emplois d'avenir qui ont permis la moitié des jeunes en emploi d'avenir ont eu accès à la formation. La formation, ce n'est pas des stages, comme vous avez souvent l'habitude, ou comme le candidat que vous soutenez a l'habitude de rappeler. La formation. Les axes de formation prioritaires permettent à 60% des personnes les plus en difficulté de trouver un emploi derrière. Cela permet d'améliorer la qualification tout autant que la garantie jeune. Nous sommes fiers d'avoir porté ces dispositifs. Merci, madame. La parole est à madame Fanny Dombrecoste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Madame la ministre, depuis 2012 et 2013, avec la loi de refondation de l'école de la République, nous avons investi massivement dans l'école. Son budget aujourd'hui est ainsi redevenu le premier budget de l'État. C'est un choix politique fort et assumé pour préparer l'avenir de nos enfants et donc de notre pays. Rétablissement de la formation des professeurs, création de 60 000 postes, priorité aux primaires, revalorisation du métier d'enseignant, de l'école maternelle au lycée. Depuis quelques années, les rentrées scolaires sont apaisées et ne génèrent plus de manifestations devant nos rectorats, comme c'était le cas avant 2012. Mais je souhaite ici évoquer plus particulièrement l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel est aujourd'hui une porte à double entrée, rapide et efficace, pour les jeunes qui ont plus tôt que les autres une idée du métier qu'ils veulent exercer, et une porte d'entrée aussi vers la poursuite d'études, vers l'enseignement supérieur. Cette voie a été longtemps dévalorisée, alors que les métiers préparés sont indispensables au développement économique, mais surtout ces filières professionnelles sont porteuses d'innovation et de parcours professionnels évolutifs. Aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes se forment au lycée professionnel, sont accueillis dans des entreprises, apprennent un métier et trouvent un emploi. L'enseignement professionnel est d'ailleurs l'un des plus sûrs moyens d'accéder rapidement au marché du travail. À la rentrée 2017, 500 nouvelles formations seront proposées. Elles permettront de répondre aux besoins de certains secteurs qui peinaient jusqu'alors à recruter. Mais elles ouvrent également la voie à des métiers d'avenir qui préparent le visage de la France de demain. L'enseignement professionnel n'est pas et ne doit plus être perçu comme une voie de garage. Il s'agit d'un vrai choix que le jeune peut d'ailleurs depuis peu modifier
puisque avant les vacances de la Toussaint, s'il réalise que son orientation ne lui correspond pas, il peut le modifier. Madame la ministre, tordons le cou aux idées reçues. L'enseignement professionnel est une voie d'excellence qui prépare au métier d'aujourd'hui et de demain. À ce titre, pouvez-vous nous dire ce qui a été fait par La notre parole majorité? est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fanny Dombrecoste, merci pour votre question. L'enseignement professionnel est en effet un des acteurs clés de l'alternance. J'entendais tout à l'heure ma collègue évoquer l'apprentissage. Il faut rappeler qu'à côté, nous avons tout de même 700 000 jeunes qui sont diplômés de l'enseignement professionnel et qui fournissent des réponses aux besoins économiques de notre pays qui sont absolument évidents. Ce dont souffrait l'enseignement professionnel ces dernières années, vous l'avez dit, c'était d'un manque d'attractivité et d'une fausse réputation, au fond, quand on voit ce qu'il s'y passe réellement. C'est pourquoi j'ai tenu, depuis 2 ans en particulier, à agir sur ces points en faisant en sorte que les élèves qui arrivent dans l'enseignement professionnel, d'abord sachent pourquoi ils le choisissent. C'est ainsi que dès le collège, désormais, et dès la classe de 6e, par le biais du parcours à venir, les élèves entendent parler de la possibilité d'aller en alternance, ont des collèges qui sont jumelés avec des lycées professionnels ou des CFA, ce qui leur permet d'y faire des visites régulières et donc d'être sûrs d'eux lorsqu'ils font leur choix à la fin de la 3e. Vous l'avez rappelé, même quand ils arrivent en seconde professionnelle, depuis cette rentrée, ces mêmes élèves ont la possibilité jusqu'aux vacances de la Toussaint, s'ils considèrent que ça n'est pas fait pour eux, de changer d'orientation, ce qui est une nouveauté extrêmement importante et permet de lutter contre l'orientation subie. Ensuite, la deuxième question à laquelle il fallait répondre, c'est une fois qu'on est dans ces lycées professionnels, comment y est-on accompagné le mieux possible vers la réussite ? Plusieurs nouveautés. D'abord, désormais, des journées d'intégration au lycée professionnel ont systématiquement lieu au moment de la rentrée. Ensuite, avant que les élèves aillent en stage, puisque le stage est obligatoire, des préparations au monde de l'entreprise, aux règles d'hygiène, de sécurité, au code de l'entreprise sont systématiquement effectuées. Enfin, la question c'est qu'est-ce qui se passe après l'obtention du bac professionnel? Nous avons décidé d'investir dans 500 nouvelles formations pour préparer au métier de demain, ainsi que dans 10 000 nouvelles places de BTS pour garantir une réussite dans l'enseignement supérieur à ces élèves. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Hélène Fabre. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Madame la Ministre, contrairement à certains sur ces bancs, je suis fière de notre bilan et particulièrement en matière d'égalité femmes-hommes. Je suis fière que la loi contre le harcèlement sexuel ait été la première loi du quinquennat. Je suis fière d'avoir facilité l'accès réel à l'IVG et à la contraception à charge à 100% du forfait IVG et faciliter l'accès gratuit et confidentiel à la contraception pour les mineurs de 15 à 18 ans. Que nous ayons notamment supprimé la notion de détresse, le délai de réflexion de séjour et le délit d'entrave. Dans le milieu professionnel, à caractéristiques d'emploi et d'âge égal, l'écart de salaire entre hommes et femmes est passé en 2013 sous les 10%. Je suis fière que près de 70% des entreprises de 1000 salariés et un tiers des entreprises de plus de 50 salariés soient désormais couvertes par un accord pour l'égalité professionnelle. Désormais, aucune entreprise ne peut accéder à la commande publique sans négocier au sujet d'égalité professionnelle. Je suis fière d'avoir favorisé l'entrepreneuriat au féminin, d'avoir inscrit dans le marbre de la loi ce qu'est un agissement sexuel, un agressement. On pourrait aussi parler du plan d'action ambitieux pour l'égalité filles et garçons à l'école, du travail contre les stéréotypes sexistes dans les manuels scolaires. Enfin, je suis particulièrement fière d'avoir favorisé la parité en politique en imposant notamment 50% de femmes dans les conseils départementaux en 2015, d'avoir doublé les pénalités pour les partis politiques en cas de non-respect de la parité pour les élections législatives. Alors bien sûr, les inégalités de traitement et d'opportunités marquent toujours le parcours des femmes dans le milieu professionnel et les violences faites aux femmes n'ont malheureusement pas disparu. Je rappelle qu'une femme sur 10 est victime de violences conjugales. 240 sont violées chaque jour. Ma question, Madame la Ministre, pouvez-vous, de votre point de vue, nous donner les résultats de l'ensemble des mesures mises en œuvre par le gouvernement en matière d'égalité femmes-hommes depuis 5 ans? Merci. La parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Monsieur le Président, que je salue avec émotion, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Hélène Fabre, vous avez raison. Vous avez raison d'être fiers de ce bilan. Ce bilan, nous le devons d'abord à la mobilisation du Parlement,
des délégations droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous le devons à la majorité de gauche de l'Assemblée nationale et nous le devons également au gouvernement et à la société civile. Mais ces progrès, nous les devons d'abord aussi aux féministes qui sont là, sur ces bancs, ici, nombreuses et nombreux, ici aussi, un peu. Nous le devons également aux féministes du gouvernement et au soutien qu'elles ont toujours reçu des premiers ministres successifs, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, et au soutien constant du président de la République. Nous le devons également aux féministes du mouvement social et aux associations de défense des droits des femmes. Vous avez raison d'être fiers car les droits des femmes ont été une préoccupation constante de ce gouvernement. Il y a eu le temps des lois, vous les avez citées, harcèlement, prostitution, IVG, délit d'entrave, parité dans les départements. Il y a eu les budgets, les financements, le budget droits des femmes a augmenté de 50%. Il y a eu les nombreux plans d'action, violences faites aux femmes, mixité dans les métiers, égalité professionnelle. Tous ces plans qui ont porté une politique qui a irrigué l'ensemble de l'action publique pendant 5 ans. Les droits des femmes n'ont pas été un secteur, un département de l'action ministérielle, mais ça a été une politique globale et collective. Aujourd'hui, cependant, souffle un vent mauvais sur la planète. La montée des conservatismes, des populismes, les injonctions religieuses, aujourd'hui menacent les droits des femmes. Alors le 8 mars, la France prendra une initiative internationale pour que la fameuse phrase de Simone de Beauvoir « Il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient menacés ». Soyez vigilantes, nous disait Simone de Beauvoir, nous sommes vigilantes et déterminées. Merci Madame Rossignol. La parole est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Lors de son élection en 2012, François Hollande avait promis de se consacrer au redressement productif du pays. L'industrie allait être une priorité du quinquennat. Qu'en est-il 5 ans après? Force est de constater que le bilan est également sur ce plan particulièrement désastreux. Pourtant, tous les indicateurs étaient au vert. Prix du pétrole bas, taux d'intérêt proche de zéro, euro relativement faible. Mais alors que l'industrie représente 30% du PIB en Allemagne, 24% en Italie, en France, cette part est tombée à 19%. Et nous avons perdu 170 000 emplois industriels entre 2012 et 2016, sans compter les services qui y sont attachés. La raison de ce fiasco, la multiplication des normes et règles nouvelles, comme le compte pénibilité et le matraquage fiscal des entreprises et des consommateurs. Mais je veux également dénoncer avec force l'abandon répété de fleurons industriels avec une responsabilité partagée entre François Hollande et son fils spirituel Emmanuel Macron et ses amis. C'est ainsi que tous ensemble, ils ont signé l'arrêt de mort d'Alstom Energy, cédé à l'américain General Electric dans un secteur pourtant stratégique dans lequel la France a toujours été leader. On nous promettait la création de 1000 emplois, ces 1000 emplois qui ont été supprimés. Que dire encore du rachat d'Alcatel-Lucent par le Finlandais Nokia en 2015 ou encore du naufrage pour la prise en compte en mai 2016 de Technip par l'américain FMC, une entreprise française reprise par une entreprise américaine qui aurait été en difficulté, un rachat que nous aurions pu empêcher. Une phrase résume tout. Elle a été prononcée par Emmanuel Macron quand je l'interpellais dans cet hémicycle sur la nécessité pour le gouvernement français de sauver MyFairlink, ex-SeaFrance, dernière compagnie française transmanche de transport de passagers. On ne peut rien faire. Alors ma question est simple. Monsieur le Premier ministre, avez-vous conscience de votre responsabilité dans cet abandon de plusieurs des plus beaux fleurons de notre industrie française depuis 5 ans? Merci. La parole est à Monsieur Christian Ecker, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. S'il vous plaît. Monsieur le député Daniel Fasquelle, en matière de perte d'emplois industriels, la majorité précédente peut parler avec parole d'expert, puisque c'est 700 000 emplois industriels qui ont été perdus durant la précédente législature. À l'heure où s'achève celle-ci, monsieur le député, je voudrais quand même vous indiquer un certain nombre d'éléments. Au cours de l'année 2016, ce sont 191 700 emplois qui ont été créés dans le secteur marchand. Cherchez donc entre 2007 et 2012 pareille statistique. Vous parlez de secteur abandonné, monsieur le député. Je voudrais quand même souligner l'attention du gouvernement
sur un certain nombre de secteurs en difficulté. Je pense à la filière nucléaire, je pense à la filière ferroviaire. Ce gouvernement est mobilisé pour soutenir les filières. Il l'a prouvé notamment sur le dossier Alstom. Il le prouvera sur d'autres dossiers, je pense notamment à la filière nucléaire. Alors, monsieur le député, ce gouvernement a permis de remettre la France industrielle en marche par des mesures que vous n'avez pas votées. Vous n'avez pas voté le suramortissement pour les entreprises, vous n'avez pas voté l'extension du crédit d'impôt compétitivité emploi qui permet à la France d'avoir un coût du travail inférieur aujourd'hui à celui de l'Allemagne. Alors plutôt que nous donner des leçons, vous feriez mieux de vous en tenir à la réalité. Merci, monsieur le ministre. Je vous propose que l'on arrête maintenant avec cette ambiance de fin d'année scolaire et on va écouter la question de monsieur Yves Jégaud. Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs, ma question s'adressait au Premier ministre, mais je crois qu'il n'est pas là. Elle s'adressait au ministre de l'économie et il n'est pas là, donc on verra qui me répond, monsieur le président. Elle rebondit sur ce qui vient d'être dit sur la vérité. En août 2015, au forceps, cette Assemblée adoptait la loi dite Macron. 200 heures de débat, une situation dont chacun se souvient, pour un texte dont il était dit dans ces éléments qu'il allait régler la croissance et le problème de l'activité. C'est d'ailleurs le titre de la loi, loi pour la croissance et l'activité. Donc ma question, monsieur le ministre, même s'il est toujours déplaisant de faire part de son bilan à la part d'un quinquennat, mais à force de faire le bilan du quinquennat précédent, vous allez oublier vos propres responsabilités. Ma question, elle concerne vos responsabilités. La loi Macron, manifestement, n'a créé ni la croissance. Le chiffre du gouvernement qui prévoyait 1,4% de croissance a été battu en brèche puisque nous avons un peu plus d'1%, étant le pays le plus faible en matière de croissance de tous nos voisins de l'Europe, et elle n'a évidemment pas inversé la courbe du chômage, malgré les souhaits de Mme El Khomri. Madame la ministre, pourquoi le président de la République aurait-il renoncé à se présenter si la courbe du chômage avait été vraiment inversée? Ne nous dites pas le contraire de François Hollande. Alors au fond, ma question elle est simple, monsieur le ministre. Sur le bilan de la loi dite Macron, est-ce que vous, dans un moment de franchise, vous constatez, comme nous dans l'opposition, comme nous à l'UDI, comme beaucoup dans cet hémicycle, au fond, que les solutions économiques de M. Macron, quand elles sont mises en œuvre, aboutissent à un échec considérable pour le pays? La parole est à monsieur André Valigny, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Jégaud, que je cherche, je le vois. Je vais vous répondre très clairement, monsieur le député, sur cette loi croissance et activité, en vous donnant des exemples précis et chiffrés. D'abord, sur les professions réglementées, la loi les a ouvertes et elle permet la liberté d'installation pour les notaires notamment, ce qui contribue à un meilleur accès à cette profession et ce qui contribue aussi à un meilleur maillage territorial du notariat. Et nous savons tous à quel point le notariat est important, notamment en zone rurale. Sur les autocars, les fameux autocars, le marché des autocars a été ouvert et libéralisé et on assiste à un essor considérable du marché du transport par autocar. Fin 2016, 6 700 000 passagers avaient été transportés et 1 550 emplois avaient été créés, toujours grâce à cette loi croissance et activité. Enfin, sur les relations commerciales, la loi dont vous parlez a renforcé les capacités de sanction pour pratiques commerciales abusives et déséquilibrées, et les amendes peuvent aller maintenant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, et c'est très important. Toutes ces mesures mises les unes avec les autres, mises bout à bout, contribuent effectivement, comme c'était son objectif, celui de la loi, à rendre l'activité économique plus dynamique, à ouvrir la concurrence et à faire en sorte que la France aille mieux en 2017 qu'en 2012. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Dino Cinieri. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre Marisol Touraine. J'ai été alerté, madame la ministre, par des parents d'enfants en situation de handicap
qui se sont vus refuser par certaines caisses d'assurance maladie le remboursement des soins effectués par des professionnels libéraux pour leurs enfants pris en charge par des centres d'action médico-sociale précoce. Ces centres ont des équipes pluridisciplinaires qui suivent ces enfants de leur naissance jusqu'à 6 ans. Il leur arrive d'adresser les familles à des kinésithérapeutes ou orthophonistes libéraux lorsque les délais d'attente sont trop longs ou lorsque les familles vivent trop loin. Cette prise en charge rapide et régulière est fondamentale car plus elle est précoce, plus les conséquences du handicap seront limitées chez les enfants mais aussi dans la vie de leurs parents. Traditionnellement, ces séances étaient remboursées par la sécurité sociale car un article du Code de l'action sociale et des familles autorise les CAMPS à faire appel au secteur libéral lorsque, pour des raisons d'intensité ou de technicité, il ne peut pas répondre à tous les besoins des enfants. Mais depuis quelques années, on note de la part de certaines CPAM un refus de ces prises en charge en libéral. Les associations sont mobilisées depuis plus de 2 ans, mais malgré les promesses de la secrétaire d'État en charge du handicap et à l'absence d'instructions réglementaires officielles, la situation est toujours bloquée. Les parents sont donc obligés de payer d'eux-mêmes les séances, parfois plusieurs centaines d'euros par mois, ou de renoncer aux soins pourtant essentiels à leurs enfants, faute de moyens financiers suffisants, ce qui est inadmissible dans notre pays où le principe de la solidarité nationale est fondamental. À plusieurs reprises, notamment lors de l'élaboration du 3e plan autisme ou sur la question de la scolarisation des enfants porteurs de handicap, nous avons su trouver des points de convergence sur tous les bancs et dépasser les clivages politiques avec pour seul objectif l'intérêt de ces familles en souffrance. C'est pourquoi, Madame la Ministre, à l'occasion de cette dernière séance de questions de la législature, j'espère que vous nous confirmerez que vous allez donner dès aujourd'hui des instructions aux caisses d'assurance maladie afin que... Neuville, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Cinieri. Je veux vous remercier de votre question et je veux aussi saluer votre engagement dans le groupe d'études autisme et pour le handicap en général, mais je veux aussi saluer l'engagement de tous les députés ici présents dans les sujets du handicap et de l'autisme, car je vous sais tous très impliqués. Les centres d'action médico-sociale précoce, ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des enfants en situation de handicap parce qu'ils permettent, au-delà d'un diagnostic précoce, des interventions précoces qui permettent de diminuer les conséquences du handicap et donc d'avoir accès à une vie la plus ordinaire possible. C'est donc une priorité du gouvernement de soutenir ces centres d'action médico-sociale précoce. Et je veux vous dire qu'entre 2012 et 2016, c'est plus de 20 millions d'euros qui ont été investis pour ces centres et en plus 17 millions au titre du 3e plan autisme. Ce que vous signalez est tout à fait exact. Il y a effectivement un sujet sur ce qui pourrait être considéré par l'assurance maladie comme des doubles prises en charge. C'est-à-dire que pour certains enfants, les centres d'action médico-sociale précoce acceptent de les prendre en charge alors même qu'ils n'ont pas assez de professionnels. Et du coup, ils les orientent vers des professionnels libéraux. Et l'assurance maladie, certaines caisses primaires refusent de prendre en charge ces professionnels libéraux. C'est un sujet pour lequel j'ai été alertée dès l'année dernière. Et en 2016, j'avais donc demandé de bénéficier, d'avoir des rapports d'activité pour ces centres. Et depuis cela, donc, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, je vous l'annonce aujourd'hui, a demandé au directeur général de la CNAM, la semaine dernière ou la semaine d'avant, le 20 février, elle a demandé donc que tous les enfants puissent être pris en charge au mieux, c'est-à-dire que ce soit à l'avantage des enfants. Et il y aura une réunion dès ce soir dans mon ministère avec l'assurance maladie pour justement mettre en œuvre ces directives données par la ministre de la Santé. Donc je pense, monsieur le député, que vous pouvez être rassuré et que le gouvernement est donc très attentif à la situation des enfants en situation de handicap. Merci. La parole est à monsieur Michel Destot. Monsieur le Président, merci sincèrement. Permettez-moi d'associer à ma question mes excellentes collègues Bernadette Laclais et Béatrice Santé. Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports, les parlements français et italiens ont désormais ratifié l'accord entre nos deux pays pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. La réalisation de ce tunnel de 57 km reliant Saint-Jean-de-Maurienne à Suse est un projet stratégique majeur pour l'Europe. Majeur au plan environnemental d'abord. L'objectif de cette ligne mixte, c'est un report modal massif de la route vers le rail permettant d'économiser
1 million de tonnes par an de gaz à effet de serre. Pour les vallées alpines, et notamment celles de la Maurienne, comme pour le littoral méditerranéen, c'est un avenir enfin plus respectueux et des populations et de l'environnement que dessine ce report modal. Projet majeur aussi au plan économique en confortant notamment le corridor Lisbonne-Budapest qui correspond à 18% de la population et à 17% du PIB de l'Union européenne. Au total, on pourra dénombrer 9 tunnels de base ferroviaire sur l'arc alpin, dont 2 de même importance que le Lyon-Turin, le Brenner et le Saint-Gothard. Le coût de ce chantier correspondant au tunnel de base a été estimé et certifié à hauteur de 8,6 milliards d'euros, valeur 2012. Son financement est réparti entre l'Union européenne, la France et l'Italie. Avec mon collègue sénateur Michel Bouvard, nous avons exploré au cours d'une mission parlementaire le financement de ce projet, notamment à partir de la mise en œuvre de la directive Eurovignette. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le ministre, dans le prolongement des annonces faites en juillet dernier par Manuel Valls, alors Premier ministre, les prochaines étapes de ce projet essentiel et préciser les modalités de financement, la participation française? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Michel Destot, la loi de ratification de l'accord entre la France et l'Italie sur le tunnel du Lyon-Turin vient d'être publiée au journal officiel. C'est donc un fait, le Lyon-Turin n'est désormais plus un projet, c'est un chantier dont la mise en œuvre est prévue en 2029 et qui permettra à la fois, vous l'avez rappelé justement, de renforcer l'attractivité de nos territoires, de stimuler l'emploi et de répondre à nos engagements pris en faveur du développement durable en favorisant le report modal. La part française est estimée à 25% du coût du projet, soit 2,21 milliards d'euros en valeur 2012, en tenant compte du financement attendu et important de l'Union européenne. Je rappelle que l'Union européenne finance 40% de ce projet, ce qui montre son importance. Lors de l'inauguration du tunnelier, le 21 juillet dernier, Manuel Valls a confirmé l'engagement de la France sur toute la durée du chantier, de l'ordre de 200 millions d'euros par an, de 2017 à 2029. Il a annoncé que cela ne pèserait pas exclusivement sur le budget de l'État, puisqu'il pourrait bénéficier du Fonds de développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin, alimenté par les résultats des sociétés exploitant les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Fréjus. Reste la question de la mise en œuvre du rapport excellent que vous avez fait avec Michel Bouvard sur l'utilisation de ce que l'on appelle l'Eurovignette. Vous participez en ce moment à un approfondissement de ces initiatives dans une discussion avec la Commission, car nous devons prendre des garanties sur le plan juridique au moment où la Commission elle-même réfléchit à modifier. Mais c'est important, cela reste d'actualité et je pense que ce projet, qui est aujourd'hui une réalité, est à mettre au bilan du gouvernement. La parole est au président Gilles Carrez. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question concerne également le ministre des Transports. Le projet du Grand Paris Express, c'est-à-dire l'amélioration qui est si nécessaire des transports collectifs en Île-de-France, a été lancé en 2010 par Nicolas Sarkozy. Et ce projet a été non seulement confirmé, mais aussi complété par le gouvernement Ayrault, en prenant mieux en compte la nécessité, d'une part, de construire des lignes nouvelles de banlieue à banlieue, mais aussi l'urgence de moderniser les lignes existantes de RER. Et grâce à cette continuité de l'action de l'État et de la région d'Île-de-France, et je veux saluer cette continuité, les travaux de ce gigantesque chantier, 30 milliards d'euros, démarrent. Les premiers tunneliers vont commencer à creuser la ligne 15 au sud de Paris dès la fin de cette année. Et la Société du Grand Paris, maître d'ouvrage, lance des appels d'offres qui permettent la création de plusieurs milliers d'emplois. Mais surtout, des millions de banlieusards commencent à reprendre espoir tant nos conditions de transport, en particulier domicile-travail, se sont dégradées. Par exemple, sur la ligne A, 1 million de voyageurs chaque jour, elle est tellement chargée que le moindre incident se transforme en cauchemar pour l'usager. Aussi, Monsieur le ministre,
je souhaiterais que vous nous rassuriez sur le déroulement de ce magnifique chantier. D'une part, les délais vont-ils être tenus? Je pense à l'horizon 2022 pour la mise en service de la ligne 15, 2022 pour le prolongement de Éole à La Défense qui doit doubler la ligne A et le prolongement de la ligne 14 à Mérite-Saint-Ouen. Et puis, deuxième aspect, est-ce que les financements sont bien en place et est-ce que, monsieur le ministre, les budgets sont tenus? Merci. Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Finances, je vous remercie pour votre question et d'avoir mis l'accent d'une part sur la continuité, puisque ce projet a été initié sous une autre majorité et qu'il a été poursuivi avec l'investissement de beaucoup d'élus sur tous les bancs. Et deuxièmement, je rejoins vos propos sur une question qui rejoint d'ailleurs la question de Marie-Georges Buffet. Je suis de ceux qui pensent que la mobilité est d'abord une question sociale et que dans cette interrogation que nous avons aujourd'hui sur l'avenir de nos banlieues, d'un certain nombre de quartiers, ce projet-là est probablement pour l'avenir l'un des projets les plus porteurs d'une réponse positive. Et finalement, que nous soyons tous d'accord pour le mettre en œuvre me paraît une bonne nouvelle pour la démocratie au moment où certains essayent de la dénigrer. J'ajoute qu'aujourd'hui, il nous faut de la vigilance. Comme président de la Commission des Finances, vous en avez, parce que c'est un projet énorme, 38 milliards, 200 kilomètres de voies, 68 stations. Et à ce jour, les délais sont respectés. Vous le savez, toutes les déclarations d'utilité publique ont été prises, les financements ont été mis en place, et notamment ce financement spécifique avec des recettes particulières. Je pense qu'à l'avenir, il nous faudra garder cette vigilance. Je compte sur vous, je pense tout le monde, parce que nous avons tous intérêt à la réussite de ce grand projet qui, je crois, fait honneur à la politique, Monsieur le Président. Je veux terminer, vous me permettrez, par adresser un salut républicain à l'ensemble des députés, puisque j'ai aussi décidé, après 25 ans, de ne pas me représenter. Ce fut équilibré, 10 ans dans l'opposition, 10 ans dans la majorité, 5 ans au gouvernement. Dans tous les cas, je suis fier d'avoir servi la France et la République. Merci. Merci, monsieur Vidalis. La parole est à monsieur Éric Alauzet. Monsieur le ministre de la Justice, ma question porte sur les compétences et l'indépendance du parquet national financier et des magistrats, puisque vous avez été conduit à vous exprimer publiquement sur ce sujet suite à des attaques politiques inadmissibles, certains n'hésitant pas à parler de coup d'État institutionnel et d'instrumentalisation politique, usant d'une stratégie réservée jusque-là à l'extrême droite. Désormais, les affaires financières pénales seront découvertes plus vite et plus tôt, échappant ainsi à la prescription pénale recherchée par certains. Mais il n'y a aucune crainte à avoir concernant l'avancement des affaires en cours. Que ces pourfendeurs de la République le veuillent ou non, la transparence progresse dans notre pays, malgré eux et l'absence de leur soutien à la plupart des lois de transparence adoptées ici et parmi lesquelles on peut citer en 2013 la loi sur la transparence de la vie publique avec l'obligation pour les élus de communiquer leurs revenus et leur patrimoine. Toujours en 2013, la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière avec la création précisément du procureur de la République financier. En 2016, la loi contre la corruption dans le milieu des affaires après que plusieurs de nos grands groupes multinationaux se sont vus condamnés aux États-Unis à des amendes de plusieurs milliards d'euros. Hier, l'adoption de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs sous-traitants. De ce côté de l'hémicycle, nous pouvons être fiers d'avoir fait progresser notre démocratie vers plus de transparence. À titre personnel, je suis fier, avec la gauche et les écologistes, d'avoir reçu le soutien du gouvernement dans le cadre de la loi bancaire pour imposer aux banques la communication publique de leurs résultats financiers partout dans le monde pour agir contre l'évasion fiscale. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer en quoi le parquet national financier est un progrès pour la transparence et pour notre démocratie? Merci. La parole est à monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, monsieur le député Alauzet, vous m'appelez à préciser quelles sont les fonctions du procureur de la République financier, puisque tel est son nom. J'entends souvent utiliser une autre expression, la loi que vous avez votée, le baptise procureur de la République financier. Il partait de quel constat? Il poursuivait quelle ambition? Un constat très simple.
un certain nombre d'infractions financières, boursières, sont d'une telle complexité qu'elles nécessitent justement une technicité accrue pour permettre de combattre cette forme-là de délinquance aussi. L'ambition, c'était justement de concentrer des moyens permettant ainsi de traquer des infractions que l'on dit astucieuses ou dissimulées. La réalité, depuis que vous avez créé ce procureur de la République financier, c'est qu'il y a maintenant 15 magistrats qui y travaillent, 10 fonctionnaires de greffe, 4 assistants spécialisés. Ils gèrent plusieurs centaines de dossiers et en 2016, ils en ont jugé, ou plutôt ils en ont instruit, ce qui a permis de prononcer 196 décisions extrêmement sévères. Ce parquet, comme tous les parquets de France, est dirigé par un procureur. Ce procureur a été nommé de la manière la plus habituelle, simplement avec une pratique constante qui est à l'honneur de cette majorité et que nous avons continué à respecter, même si Michel Mercier avait aussi procédé de la même façon. Un procureur dans ce pays est nommé par décret après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature est une instance constitutionnelle, composée de magistrats, composée de personnalités qualifiées dont aucune n'appartient ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Chaque fois que j'ai proposé la nomination d'un procureur, j'ai respecté l'avis du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le premier président de la Cour de cassation et personne ici, j'imagine, ne va mettre en doute l'indépendance du premier président. Bref, dans cette législature, la transparence a progressé. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dassault. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Nos artisans, nos TPE-PME, qui représentent 99% des entrepreneurs français, sont terriblement déçus. Malgré le CICE, les charges restent trop élevées, leur taux d'imposition est l'un des plus hauts d'Europe. À cause des seuils et des normes trop rigides, ces entreprises n'osent pas créer de nouveaux emplois. Pourquoi n'avez-vous pas cessé, durant ce quinquennat, d'alourdir l'addition? Les chiffres sont têtus, mais ils sont là. La France tourne au ralenti, sa croissance vivote, bien en dessous de celle de nos voisins. Notre nation paie très cher, trop cher, votre politique économique trop timide. Le groupe Les Républicains se réjouit néanmoins que la loi égalité réelle permette de réserver une part des marchés publics d'outre-mer à leurs PME. Mais pourquoi ne pas élargir son application à l'ensemble de notre territoire national? Depuis 2012, votre majorité en parle, le souhaite, mais n'ose pas. Dommage pour nos TPE-PME qui ont du mal à accéder à la commande publique, malgré une réforme visant à simplifier, à réorganiser et à donner plus de transparence. En fait, elle alourdit le travail des communes, qui doivent se justifier sans pour autant privilégier les entrepreneurs locaux. Pire encore, il est demandé aux volontaires plus de paperasse, plus d'expertise, en un mot, plus d'argent dépensé. Quel prix à payer pour participer à la loterie des marchés publics? Non, Monsieur le ministre, il n'y a pas de honte à mettre en avant la préférence territoriale. Au contraire, à la clé, ce sont des emplois locaux, de la croissance locale, un moteur économique essentiel pour les territoires et leur aménagement. Nos artisans entrepreneurs exigent des mesures réalistes, pragmatiques, de bon sens et de saine gestion que votre logiciel n'a pas su proposer ni défendre. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous réagir? Et si oui, comment? Merci, Monsieur Dassault. La parole est à Monsieur Christian Ecker, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Oui, merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Mesdames, je vois qu'on approche de la fin de cette séance, mais quand même... Monsieur le député Dassault, votre plaidoyer pour les PME, TPE est saisissant et je reconnais bien là en vous la capacité de maîtriser l'ensemble des panels des outils économiques, depuis les plus petites entreprises jusqu'aux plus prestigieuses. Certains suggéraient que notre collègue Le Drian vous réponde, mais je voudrais plutôt vous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par ce gouvernement. Ce gouvernement, mesdames et messieurs, il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de contrat de la commande publique excluant d'office les PME. C'est ainsi 1,5 milliard d'euros qui sont ouverts aux PME. Il n'y a plus d'élimination des PME au stade de l'analyse des candidatures, puisque désormais l'exigence de chiffre d'affaires
ne peut plus dépasser 2 fois la valeur estimée. Rassurez-vous, madame, ça va s'arrêter, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, vous suggérez, monsieur le député, d'étendre une disposition qui a été adoptée dans la loi Monsieur Outre-mer. Meunier, gardez vos munitions. Monsieur le député, pour être très précis avec vous, cette disposition pose un certain nombre de problèmes constitutionnels par rapport à l'égalité de traitement dans les marchés publics et ne saurait en l'état être reproduite. En tout cas, le gouvernement a parfaitement conscience et il a pris les mesures pour ouvrir les marchés publics aux petites et moyennes entreprises comme aux plus grosses. Merci, monsieur Ecker. La parole est à monsieur Stéphane Demilly. Merci, Président, que je salue amicalement, respectueusement. Madame la secrétaire d'État à la consommation, le démarchage téléphonique est devenu un véritable fléau dans le pays, à tel point que 9 Français sur 10 se disent aujourd'hui excédés par ces méthodes commerciales particulièrement agressives. L'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir a d'ailleurs lancé une pétition qui a d'ores et déjà recueilli près de 75 000 signatures. Votre gouvernement a pourtant créé un dispositif appelé Blocktel pour contrer ce harcèlement téléphonique. S'il permet à nos concitoyens d'inscrire leur numéro de téléphone sur une sorte de liste rouge du démarchage téléphonique, il n'a pas résolu le problème et loin s'en faut. Prévu par la loi consommation de mars 2014, la fameuse loi Hamon, du nom d'un ancien membre de ce gouvernement, il a fallu attendre plus de 2 ans pour que ce système entre enfin en fonctionnement. Si à première vue c'est un succès, avec près de 3 millions d'inscrits en 6 mois, malheureusement, nos concitoyens ont vite déchanté, car rien n'a en effet changé depuis leur inscription sur ce fameux Blocktel. Le harcèlement continue et les téléphones sonnent toujours autant. À cette gêne subie au quotidien s'ajoutent les escroqueries qui sont nombreuses à se trouver derrière ce démarchage téléphonique. Cette technique commerciale est en effet celle qui suscite le plus de litiges de consommation, notamment auprès des personnes les plus vulnérables, qui donnent parfois leur accord à des abonnements ou à des achats sous pression. Madame la ministre, Blocktel est un échec. Pour nos concitoyens, il ne suffit pas de vouloir un futur désirable, pour paraphraser l'auteur de cette loi. Ce qu'attendent nos concitoyens, ce sont au contraire des décisions pragmatiques qui donnent des résultats tangibles, pas des usines à gaz. Ne faut-il pas inverser la logique? Pourquoi appartiendrait-il à nos concitoyens de multiplier les démarches pour mettre fin au harcèlement commercial dont ils sont pourtant les victimes? Madame la ministre, qu'envisagez-vous de faire pour remédier à cette situation et protéger enfin les consommateurs de notre pays? Merci, monsieur Demilly. La parole est à madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, si nous évitions de polémiquer sur Blocktel, de quoi s'agit-il? D'un sentiment partagé par bon nombre de nos concitoyens qui se sentent harcelés dans leur quotidien, dérangés par du démarchage téléphonique qui cible notamment les personnes les plus fragiles qui peuvent choisir de souscrire à des offres commerciales qui sont synonymes d'abus. C'est justement pour répondre à cet enjeu que le gouvernement a lancé Blocktel il y a 9 mois. On peut dire que c'est une plateforme qui est encore en cours de gestation. Alors, l'esprit de la loi de Benoît Hamon était le suivant: protéger la tranquillité des Français dans le respect de leur consentement et de leurs données personnelles. Face à cela, que nous a dit l'opposition? Que nous ont dit les entreprises et les fédérations professionnelles? Quoi? Trop de normes, de la surréglementation. Pourquoi la France agirait-elle seule? Eh bien, nous avons poursuivi le chemin aux côtés des associations de consommateurs, tout en regrettant qu'un député comme vous, par exemple, monsieur, n'ayez pas voté avec nous cette loi. Mais aujourd'hui, faisons le constat objectif: 3 millions de Français inscrits, l'identification d'une problématique très réelle à laquelle nous nous efforçons de répondre. Les contrôles de la DGCCRF ont été renforcés, plus de 150 entreprises ont été évaluées, 50 amendes ont été prononcées. Désormais, il faut lutter contre le pink call qui a été révélé comme pratique abusive par cette plateforme. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les fraudes aux numéros surtaxés. Eh bien, ensemble, nous allons
continuer le travail pour protéger les Français dans leur quotidien. Merci. La parole est à monsieur Alain Marty. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. C'est la dernière question des Républicains sur le bilan de votre action gouvernementale. Durant le quinquennat de François Hollande, le nombre des chômeurs, écoutez bien, a augmenté d'1 154 000 personnes. Catégorie A, B et C, ce sont les chiffres de la DARES. Les Français sont les champions d'Europe des charges et des taxes. Sur une année, les Français donnent plus de la moitié de leur salaire à l'État. Un des engagements de François Hollande était le retour à l'équilibre budgétaire. Nous en sommes loin. Chacun ici sait que nos communes ont vu des baisses massives de dotations qui nous amènent dans de grandes difficultés. Je rends hommage au personnel communal qui aide les élus à avoir une gestion rigoureuse pour essayer de préserver quelques crédits d'investissement. Devant ce bilan, je connais votre dialectique. Votre dialectique, c'est enjoliver votre bilan et critiquer vos prédécesseurs. Ce jeu politicien fait réagir votre majorité qui a besoin de la méthode Coué. Nos concitoyens ne sont pas dupes pour autant. Dans ma circonscription, je rencontre aucun habitant qui partage vos éléments de langage. D'ailleurs, les candidats de gauche à l'élection présidentielle défendent nullement votre bilan, ils le critiquent ou ils sont étrangement muets. Je vais vous poser une question simple et j'espère en fin de législature avoir une réponse. Si votre bilan vous paraît satisfaisant, pourquoi François Hollande a-t-il décidé de ne pas le défendre devant les Français en renonçant de se présenter à l'élection présidentielle? La parole est à monsieur Christian Ecker, secrétaire d'État, chargé du budget et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Marty, tout d'abord, j'ai oublié de le faire. Le Premier ministre, vous le savez, il l'avait annoncé la semaine dernière, est en Chine et ne peut vous répondre. Le ministre de l'économie et des finances est pris par des engagements internationaux cet après-midi et vous prie de l'excuser. Ceci étant, monsieur le député, ce gouvernement n'a pas besoin de porte-parole parmi les candidats ou ailleurs pour défendre son bilan. Son bilan, nous vous l'avons déjà dit, c'est d'avoir, redressé les comptes publics de façon substantielle et extraordinaire, 2, d'avoir redonné de la compétitivité à nos entreprises comme jamais, monsieur le député, d'avoir mis en place un certain nombre de soutiens aux filières, des plans de formation en lien avec les régions. Et c'est la fierté de ce gouvernement, après avoir trouvé, c'est vrai, vous l'avez d'ailleurs rappelé, une situation désastreuse, nous avons tout fait pour redonner à ce pays un espoir de redressement à la fois des comptes, de la compétitivité et donc de l'économie. Alors, vous pouvez toujours prendre des propos, j'allais dire, politiciens, pour aller chercher telle ou telle contradiction à l'intérieur de la majorité d'aujourd'hui. Mais je voudrais, puisque vous avez fait allusion à la relation entre l'État et les collectivités locales, signaler que je n'ai pas trouvé beaucoup de cohérence entre les plans d'économie proposés par vos candidats et les engagements de réduction de la dépense publique, notamment en direction des collectivités territoriales. Monsieur le député, rassurez-vous, vous êtes Lorrain comme moi. Moi, en Lorraine, je connais des candidats et des citoyens qui défendent le bilan du gouvernement. Merci, monsieur le ministre. Et pour la dernière question de cette législature, la parole est à madame Catherine Bobati. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de la fonction publique. Madame la ministre, pour cette dernière séance de questions et cette dernière question de la mandature, je veux saluer le travail des femmes et des hommes qui, tout au long de leur vie professionnelle, dans des conditions quelquefois particulières, voire difficiles, exercent leur métier au service de tous nos concitoyens. Il s'agit bien évidemment des agents des fonctions publiques territoriales, d'État et hospitalières. Je souhaite donc ici rendre hommage aux fonctionnaires. Tous les jours, du plus jeune au plus âgé, du plus valide au plus en souffrance, de l'habitant de la capitale à celui de la plus petite commune, chacun
de nous a besoin de leur savoir-faire, de leur disponibilité et de leur engagement. Ils sont les garants d'un service public de qualité pour tous. Leur mission est fondée sur les valeurs de la République qu'ils portent et qu'ils garantissent. Au moment où la droite, dans son programme, propose la suppression de 500 000 postes, l'augmentation de 35 à 39 heures hebdomadaires sans compensation financière, la suppression de leur statut pour le remplacer par des contrats de quelques années, nous, la gauche de gouvernement, au terme de cette législature, nous pouvons afficher un bilan positif, même si certains, les madames et les messieurs toujours plus, auraient souhaité aller plus vite ou plus loin, sans bien entendu tenir compte des contraintes budgétaires. Nous pouvons à juste titre être fiers de ce bilan. 3 000 postes dans la justice, 9 000 postes dans la police et la gendarmerie, 60 000 dans l'éducation. Madame la ministre, pouvez-vous aujourd'hui, s'il vous plaît, nous faire la liste des mesures mises en œuvre en faveur du service public pour nos fonctionnaires et donc, en définitive, pour l'ensemble de nos concitoyens? Merci. Merci. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Madame la députée, vous avez raison. Vous avez raison de rendre hommage à ces femmes, à ces hommes qui sont présents sur tous les territoires et qui sont présents en toutes circonstances pour soutenir les citoyens français. Vous avez raison de souligner l'engagement de ceux qui sont la colonne vertébrale de notre République. Vous avez raison de dire que cette majorité a soutenu la fonction publique après la casse que la droite leur avait infligée et se propose à nouveau d'ailleurs de leur infliger. Alors oui, ce gouvernement, il a agi. Nous avons amélioré les services publics et vous l'avez dit, en créant 60 000 enseignants, en créant 17 000 agents dans la police et dans la justice, 30 000 dans les hôpitaux. Nous avons renforcé leurs droits dans la loi déontologie, notamment par la protection fonctionnelle pour eux, pour leurs familles, en cas d'agression. Nous avons agi auprès des plus bas salaires, les catégories C, en 2014 et 2015, en proposant et en donnant des augmentations. Nous avons dégelé le point d'indice, gelé depuis 2010. Nous avons aussi rendu les carrières plus attractives en revalorisant les rémunérations sur l'ensemble des métiers de la fonction publique, mais aussi en prenant en compte davantage leur retraite. Voilà des mesures de reconnaissance indispensables qu'attendaient les fonctionnaires, ces hommes, ces femmes au service de leurs concitoyens. Mais la fonction publique doit aussi être modernisée et pour cela, nous avons voulu qu'elle s'ouvre davantage aux jeunes, qu'elle soit davantage exemplaire, qu'elle fasse davantage de place à la diversité. Nous avons voulu répondre aux agents qui, au quotidien, souffrent de certaines situations en travaillant sur la laïcité et les difficultés liées aux faits religieux. Nous avons créé un fonds d'1 million d'euros pour l'innovation, pour aider les agents à créer des dispositifs pour améliorer leur quotidien. Voilà, vous l'aurez compris, cette colonne vertébrale de notre modèle social, la fonction publique, est largement soutenue par notre gouvernement et nous continuerons à la défendre. Merci madame. Mes chers collègues, n'oublions jamais que, quelles que soient les relations entre la majorité et l'opposition, nous partageons tous le même amour de la France et de la République. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.